Bonsoir. 3 grandes villes canadiennes veulent aider à la contestation de la loi québécoise sur la laïcité. Le Bloc québécois reproche au gouvernement Trudeau d'alimenter le sentiment anti-Québec. On débat de la controverse entourant la loi 21 avec notre panel de députés. Et à la veille du congé des fêtes, quels sont les bons et les mauvais coups de ce début de session parlementaire? On fait le bilan avec les journalistes Joël Denis Bellavance, Marie Vastel et Yves Malo. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La controverse entourant la loi québécoise sur la laïcité, cette enseignante de l'Outaouais qui a été réaffectée à d'autres tâches parce qu'elle refuse d'enlever son hijab, a encore une fois alimenté les échanges aujourd'hui à la Chambre des communes. Alors que 3 grandes villes canadiennes, dont Toronto, veulent maintenant aider à contester cette loi, le Bloc québécois revient à la charge et accuse le gouvernement Trudeau de contribuer au dénigrement du Québec. Monsieur le Président, la laïcité et la loi 21 sont attaquées par un front commun au fédéral, incluant des élus de tous les partis, à commencer par le premier ministre lui-même. Mais ce qui est le pire, c'est que ce front commun-là propage des faussetés. Rétablissons les faits, Monsieur le Président. La laïcité de l'État, c'est pas discriminatoire, ça s'applique à tout le monde, c'est un fait. La professeure Anne-Marie n'a pas perdu son emploi, elle a été réaffectée, c'est un fait. Elle n'a pas été réaffectée à cause de sa religion, mais parce qu'elle a enfreint une loi en toute connaissance de cause. Quand le gouvernement va-t-il cesser de répandre des faussetés visant à faire du Québec bashing? Bravo! L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, comme le Premier ministre a dit hier, on est en désaccord avec la loi 21. Dans notre société, personne ne devrait changer son emploi à cause de sa religion. C'est la position de notre gouvernement et de notre parti. Nous sommes d'accord avec les Québécois et les Québécoises qui défendent leurs droits devant les tribunaux parce qu'ils aussi trouvent cette loi injuste. Et cette controverse entourant la loi 21 du Québec, ce sera notre sujet de débat avec notre panel de députés que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le Bloc québécois, Martin Champoux et pour le NPD, Niki Ashton. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. Bon, vraiment, c'est le débat qui ne veut pas mourir aux communes. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Le Bloc québécois est revenu constamment à la charge cette semaine pour défendre la loi 21 sur la laïcité du Québec, alors qu'il y a 3 grandes villes canadiennes, dont Toronto, qui songent à contester cette loi. Martin Champoux du Bloc, je vais commencer avec vous. Est-ce que toute cette controverse, c'était l'occasion idéale pour le Bloc québécois de remettre de l'avant le débat identitaire tout juste avant les vacances des fêtes? Bien, je veux vous dire qu'on ne l'a pas cherché. Par contre, on a l'occasion de rappeler à tous et de remettre un peu les choses en perspective. La loi 21 est une loi québécoise, une loi qui a été votée de façon tout à fait démocratique et légitime par l'Assemblée nationale du Québec. Et c'est cela que le Bloc québécois va défendre. Non seulement la loi 21, mais certainement la juridiction du Québec à laquelle le fédéral et la Chambre des communes ne devraient pas se mêler. Chez les conservateurs, Pierre Paulus, les députés du Québec semblent, je dirais, marcher sur des œufs à propos de la loi 21. En campagne électorale, M. O'Toole, on sait, avait promis de ne pas contester la loi sur la laïcité. Mais là, bon, il est pressé de le faire par certains de ses députés qui ne sont même pas du Québec. Jusqu'à quel point tout ce débat-là, c'est un problème pour votre chef et pour les conservateurs de façon générale? Bien, premièrement, il faut dire qu'on ne marche pas sur des œufs. Les députés du Québec, on a toujours été clairs sur l'enjeu. C'est une décision du Québec qu'on respecte. Et justement, on demande à ce que notre parti respecte cette décision-là. Et c'est ce que M. O'Toole a toujours fait depuis qu'il est chef. Même avant lui, Andrew Scheer disait la même chose. Ils ont toujours été clairs aussi en disant que c'est une loi qu'ils ne feraient pas eux-mêmes pour le Canada. Par contre, que c'est la décision du Québec, ils la respectaient et qu'ils n'ont jamais prendrait des mesures contre. Donc, pour nous, c'est clair. Et oui, j'ai des collègues qui soulèvent des questions. Et c'est légitime d'avoir des questions. Je pense qu'il y a même de l'incompréhension sur la loi 21 à l'extérieur du Québec. On a fait un peu d'enseignement cette semaine parce que nos collègues voyaient ça de façon différente de ce que c'est vraiment. Ouais. Du côté du NPD, Niki Ashton, on a assisté à un changement de cap cette semaine du chef, Jack Meeting, qui presse maintenant le gouvernement Trudeau de joindre la contestation judiciaire qui est en cours de la loi 21. Pourquoi vous n'avez pas été aussi clair que ça pour le chef pendant la campagne électorale?
Mais il faut être clair que on avait toujours dit qu'il y avait c'était une loi basée sur la discrimination et on appuie les Québécoises et les Québécois qui sont contre la loi 21. On a vu clairement plusieurs Québécois se sont levés debout depuis les événements de la semaine passée où la madame musulmane a perdu son emploi, une professeure qui a perdu son emploi à cause de la loi 21, ce qui est inacceptable. Et pour nous, c'est essentiel de soutenir les droits des Québécoises et des Québécois et ceux qui se battent contre la loi 21. Juste un retour rapide sur Martin Champoux. Je vous vois aussi de la tête. Vous voulez répliquer à Nikki Ashton? Bien, c'est parce que j'entendais M. Paulus qui disait, à juste titre, qu'il y avait une incompréhension dans le reste du Canada à l'égard du Québec et à l'égard de la loi 21 et qu'ils avaient, les députés conservateurs du Québec avaient fait un peu d'enseignement auprès de leurs collègues du reste du Canada. Je trouve ça très intéressant par la suite d'entendre Mme Ashton exprimer exactement ce que M. Paulus disait juste auparavant. Il y a une incompréhension. La loi 21 n'est pas une loi qui discrimine. C'est une loi qui appelle à la neutralité, qui appelle à une égalité pour toutes les religions, quelle qu'elle soit. Ouais. Elle ne s'adresse absolument pas à la religion musulmane, à l'islam, d'aucune façon. Elle s'applique à toutes les religions. C'est pas ce que j'ai dit et je pense que malgré le fait que je viens dehors du Québec, c'est essentiel de comme j'ai dit, mettre l'attention sur les Québécois et Québécoises qui sont contre la loi 21. Et ce que j'ai dit, c'est nous, au NPD, on les soutient et on les appuie dans leur position. Bon, là, je vais aller à Greg Fergus des libéraux. On vient d'entendre Mme Ashton du NPD. Il y a aussi les grandes villes canadiennes qui veulent joindre la contestation. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur contre la loi 21. Pourquoi votre gouvernement, et c'est la question que M. Trudeau s'est fait poser cette semaine à quelques reprises, va encore attendre avant de joindre une contestation de la loi sur la laïcité du Québec? Mais tout d'abord, il faut reconnaître que ça, c'est une loi qui a été dûment passée par l'Assemblée nationale. Mais ce n'a fait pas l'unanimité au Québec. Moi, en tant que Québécois, je ne suis pas d'accord avec ce projet de loi-là. Je ne pense pas que de personnes au Canada devraient perdre leur emploi parce qu'ils, en simple raison de ces vêtements que cette personne porte ou ses convictions religieuses. Mm-hmm. Alors, on dit que c'est important que les Québécois défendent leurs droits devant les tribunaux et il y a des Québécois qui le font, qui font ces démarches-là et ça, c'est important. Et si ce projet de loi ou cette cause s'avance à la Cour suprême du Canada, mais c'est tout à fait naturel que le gouvernement canadien doit prendre ça en conséquence pour évaluer si on devrait intervenir. Ouais. Parce que quand la Cour suprême tranche sur un dossier, ça applique au partout du pays. Ouais. Alors, c'est la raison pour laquelle ça fait partie de nos responsabilités. Martin Champoux, vous vouliez intervenir? Bien, je trouve ça très singulier d'abord d'entendre M. Fergus parler d'un projet de loi, alors que c'est une loi qui est en vigueur, qui a été votée et adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 16 juin 2019. Je m'excuse. C'est une loi qui a été passée par l'Assemblée nationale. Oui. Je vous en tiendrai pas rigueur, Greg. Ce que je veux dire, par contre, c'est que c'est une loi qui était en vigueur et qui était en application depuis 2 ans et demi, au moment où Mme Anne Very a été embauchée par la commission scolaire. Alors, la loi était en vigueur. La commission scolaire connaissait très, très bien la loi et sa mise en application. Mme Anne Very aussi. Alors, il faut faire très attention au contexte dans lequel on discute de la loi 21 présentement. Et pour ce qui est de la contestation, elle est légitime si elle est faite par des citoyens québécois qui s'y opposent. Et il y a des processus, il y a des mesures qui sont prises déjà, et ce n'est certainement pas à des députés de l'extérieur du Québec ou à la Chambre des communes de casser du sucre sur le dos du Québec et d'en profiter encore une fois pour... Monsieur Champoux, vous parlez justement de casser du sucre sur le dos du Québec. Je veux vous entendre là-dessus. Vous disiez il y a un instant que c'est une loi qui suscite l'incompréhension en dehors du Québec. Le Bloc québécois est revenu à quelques reprises à ce sujet-là aux communes en disant que le débat qui entoure la loi 21 contribue à ternir la réputation du Québec dans le reste du Canada. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde? Je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que vraiment le débat contribue à alimenter, je dirais, les inimitiés dans le reste du Canada? Je commençais par dire que
D'autant plus que des fausses vérités sont véhiculées continuellement. D'abord sur la nature même de la loi 21, qui n'est pas une loi discriminatoire à l'endroit d'une religion, mais qui est une loi qui vise la neutralité telle que le peuple québécois, telle que la nation québécoise le souhaite, et dans une grande majorité. Et c'est un processus qui est enclenché depuis près de 60 ans au Québec. Alors, c'est pas quelque chose qui a été décidé en mai 2019 pour mettre ça en place en juin 2019. Il faut comprendre un peu la réalité historique du Québec à travers cette histoire-là. Et l'autre chose aussi dont il faut tenir compte, c'est que c'est un principe de laïcité qui n'est pas propre qu'au Québec. Il y a un paquet de pays, notamment en Europe. Est-ce qu'on va dire que la France applique des lois discriminatoires, la Belgique, l'Italie, l'Algérie? Il y a un paquet d'exemples comme ça. Et pourtant, si on disait à haute voix, comme l'ambassadeur Bob Rae l'a fait sur les médias sociaux, à titre d'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, si on disait que ces lois-là sont discriminatoires, je pense qu'il y aurait peut-être un petit conflit diplomatique à l'horizon, là. Pierre Paulus, est-ce que vous trouvez que le débat qui entoure la loi 21 contribue à ternir la réputation du Québec en dehors du... Oui, mais comme je disais au début d'entrevue, c'est que la loi est mal comprise à l'extérieur du Québec. Et souvent, on parle de loi raciste, alors que pour nous, on fait une distinction entre la religion et les races et que ça n'a rien à voir, tandis qu'au Canada anglais, tout est lié. Donc, c'est pour ça qu'il y a une incompréhension. Vraiment, comme mon collègue Champoux mentionne, la laïcité de l'État, c'est quelque chose que moi, comme Québécois, je suis très d'accord avec ça. Et lorsqu'on les gens nous traitent de racistes, je comprends pas pourquoi, parce que ça n'a rien à voir. C'est vraiment des signes religieux, tout simplement. On veut être laïque au niveau des postes en pouvoir dans l'État québécois. On parle pas d'une loi qui s'applique à tous les citoyens, là. Nikki Ashton, vu que vous êtes justement de l'extérieur du Québec? Oh, ben, où commencer? Mais en premier, il faut dire, dans toute cette conversation, je n'ai rien entendu des 3 millions de Québécois et Québécoises qui sont contre la loi 21. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Québécois, et je veux mettre l'emphase sur les Québécoises qui sont contre cette loi. Les photos que vous venez de partager, c'est des femmes québécoises qui sont à des manifestations au Québec disant qu'elles sont contre cette loi. Et c'est ça ce qu'on a vu cette semaine en réponse à l'action de démissionner la madame l'enseignante chez elle. Alors, cette idée que tout le monde au Québec en appuie, c'est pas le cas, on le sait. Moi, je le sais. Et je pense que c'est incorrect de partager le message comme tel. Pour nous, au NPD, c'est essentiel de soutenir les Québécoises et les Québécois qui sont contre la loi 21 et à avancer d'une telle façon, malgré ce que dit le reste du Canada. Nous, on est avec ceux au Québec qui sont contre la loi. Greg Fergus, je vais vous laisser le mot de la fin parce qu'il nous reste quasiment plus de temps. Est-ce que tout ce débat, ça contribue vraiment à alimenter un sentiment anti-Québec à l'extérieur du Québec, dans le reste du Canada? J'espère que non, parce que moi, je suis un fier Québécois. Je trouve que la belle tradition québécoise, c'est d'appuyer les gens en situation de minorité. Et alors, c'est une des raisons pour laquelle je pense que c'est important d'avoir un débat entre les Québécois, un débat de fond sur ce qui veut dire être québécois et qu'est-ce qui veut dire, comment est-ce qu'on veut définir le Québec dans un endroit moderne. Tout le monde veut un État laïque, personne veut un État qui est lié avec une religion et on a un Québec laïque. Mais la question est-ce que cette loi-là vraiment reflète la plus belle des traditions québécoises? Craig Fergus, Pierre Paulus, Martin Champoux, Nikki Ashton. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment de très joyeuses fêtes et au plaisir de vous revoir au retour à la reprise des travaux communs. Merci. Joyeuses fêtes à vous. Maintenant, pour faire le bilan de ce début de session, de ce début de 44e législature qui a été lancée le 22 novembre et qui se termine donc cette semaine, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance, Marie Vastel et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on est déjà en mode bilan. Il me semble qu'on vient de débuter, en fait, cette nouvelle session. Ce début de nouvelle session a été plutôt court, 4 petites semaines seulement. Alors, je vais vous demander d'abord à chacun d'entre vous, quel a été le moment le plus fort de ce début de session? Joël Denis, je commence par vous. Bien, je pense que ça va faire probablement l'unanimité au sein de mes collègues, mais je dirais que le moment fort a été lorsque la Chambre des communes a adopté à l'unanimité, à toute vapeur, le projet de loi qui interdit les conversions de thérapie. On a vu la même chose aussi au Sénat, donc on peut dire que c'est un grand moment pour cette petite session de 4 semaines. On a vu qu'on a mis de côté la partisanerie, les débats acrimonieux pour faire passer l'intérêt supérieur de la population, et ça a été démontré de façon magistrale à la Chambre des communes. Marie?
Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'avais choisi l'adoption de ces 4 comme moment fort. Je pense parce que c'était un rare moment de bonne entente transpartisan. Et puis, au moment où le vote est passé, vraiment, on a quand même senti toute l'émotion dans la Chambre. Vous avez montré des images brièvement. Les gens, on les voit, les gens qui applaudissaient, qui se sont fait des accolades. Même Michelle Rempel, qu'on voit en rouge, qui sautait, on la voit, qui sautait de joie, presque dansait. Et je pense que c'était peut-être aussi émotif parce que c'était l'aboutissement quand même d'un long processus tout au long de l'étude, du dépôt de ces projets de loi des anciennes moutures. C'est toujours très émotif, des députés, des ministres lors de la présentation des projets de loi qui parfois étaient devant nous les larmes aux yeux, des témoins en comité aussi qui ont eu des témoignages très, très, très touchants, mais aussi très difficiles. Donc, on sentait là vraiment le soulagement de tous ces gens-là que le projet de loi soit enfin adopté. Et peut-être aussi un peu là, les traumatismes qui remontaient et qui expliquaient là, la grande émotion ce jour-là. Mais c'était pour une fois un beau moment. Ouais. Et votre moment le plus fort de ce début de session à vous? Je ne peux qu'être d'accord avec Joël Denis et Marie parce qu'effectivement, c'était une belle unanimité. Mais c'était rafraîchissant de voir ça, même si les intérêts de chacun étaient fort divergents. On sait que M. O'Toole, il voulait davantage faire entrer dans le rang les conservateurs sociaux. Du côté libéraux, on voulait régler, mais on prenait un plaisir évident à mettre les conservateurs dans l'embarras avec ce dossier-là. Mais finalement, M. O'Toole a bien joué ses cartes et est allé pour le bien commun. Et le résultat a été un vote unanime. Et bravo, ça règle un problème qui, pour plusieurs, semblait une aberration, c'est-à-dire de permettre ces thérapies de conversion. Oui. Donc, on vient de parler d'un moment fort, des succès, finalement, de ce début de session, mais il y a eu aussi des moments moins, je dirais, mémorables. Quel a été votre, maintenant, moins bon coup de ce début de session? Joël Denis, je retourne avec vous. Je dirais le fait que Justin Trudeau ait tardé à convoquer les parlementaires au travail. On s'attendait à ce que M. Trudeau agisse rapidement, convoque rapidement le Parlement parce qu'il avait utilisé ce prétexte pour déclencher des élections. C'était l'élection la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais ça n'a pas paru après, une fois que les élections ont été terminées. M. Trudeau a mis 2 mois à se rendre au travail. Je dirais que ça, c'est le moins bon coup de la session. Pourquoi? Parce qu'on a perdu du temps, on a perdu probablement 1 mois de session. D'autres projets de loi importants pour le gouvernement auraient pu être adoptés. Les comités parlementaires seraient probablement fonctionnels au moment où on se parle. Il faudra attendre au début de février pour que ce soit le cas. Donc, du temps perdu, du temps précieux. Et je pense qu'on ne peut pas récupérer ce genre de temps pour ce qui est de ceux qui attendent que les projets de loi soient adoptés. Oui, Marie, à vous, quel a été votre moins bon coup de ces 4 semaines de session parlementaire? Ouais, moi, c'est un peu plus large, mais c'est l'adoption expéditive là, de ces 3 projets de loi qui avaient été jugés prioritaires par le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, ces 2, les aides pour la pandémie, le prolongement de mesures d'aide pour la pandémie, ces 3 qui apportent 10 jours de congé maladie pour les travailleurs de juridiction fédérale et qui resserrent l'interdiction là, d'harceler les travailleurs de la santé ou de bloquer l'accès à des établissements de soins de santé. Et le C4 dont on parlait sur les thérapies de conversion. Je pense qu'il n'y a personne au Parlement qui était contre l'interdiction des thérapies de conversion, mais reste que la nouvelle mouture du projet de loi quand même était un peu plus large que la précédente qui avait été étudiée, elle, abondamment dans la session précédente. Et elle aurait peut-être eu mérite à être étudiée ne serait-ce qu'un petit peu en comité parlementaire ou sénatorial. Pareil pour le C3. Il y a eu des témoins qui ont été invités au Sénat pour parler des 10 jours de congé maladie pour les entreprises de juridiction fédérale, mais il n'y a pas eu d'experts légaux, le Barreau du Canada, par exemple, pour parler des peines qui seront plus sévères pour le harcèlement de travers de la santé ou le fait de manifester puis de bloquer l'accès à certains établissements de santé, des hôpitaux, des centres d'avortement. Ces interdictions-là existent déjà. A-t-on besoin de les élargir? Est-ce nécessaire? On ne le saura pas. Est-ce qu'il y a une pente glissante peut-être à sévir davantage? On ne le saura pas non plus. Je comprends que ces projets de loi étaient prioritaires. Je comprends que les conservateurs, comme disait Yves, plutôt avaient avantage à ne pas s'opposer à certaines de ces mesures-là, mais je pense que les parlementaires ont peut-être là manqué à leur responsabilité de législateur. Donc, ça aurait pu être débattu davantage
davantage que ces 3 projets de loi. Un petit peu. Ouais. Yves, de votre côté, le moins bon coup de cette session parlementaire, de ce début de session? Ben, pour moi, ce fut le discours du trône, parce que le discours du trône a été l'illustration que nous sommes allés en élection pour absolument rien. Parce que quand il y a eu ce discours du trône, on a dit la priorité, c'est de combattre la pandémie. J'ose croire que s'il n'y avait pas eu d'élection, la priorité aurait encore été de combattre la pandémie. Et tout ça avec une livraison, faut-il le dire, un peu pénible d'une gouverneure générale qui ne comprenait pas nécessairement ce qu'elle disait en français. Alors, après la lecture du discours du trône, j'ai été comme bien d'autres personnes en me disant tout ça pour ça, plusieurs points d'interrogation. On va maintenant s'attarder davantage aux individus parce qu'évidemment, au terme de l'élection du 20 septembre, il y a eu des nouveaux venus à la Chambre des communes, mais des visages aussi beaucoup plus familiers. Je me demanderais quel est le parlementaire ou la parlementaire qui s'est le plus illustré en ce début de session à Ottawa. Joël Denis, je retourne à vous. Oui, moi je dirais la ministre de la Défense, Anita Anand. Elle avait déjà agréablement surpris et impressionné les gens lorsqu'elle était à la barre du ministère de l'Approvisionnement et des Services publics. Elle le fait encore en tant que ministre de la Défense en s'exécutant rapidement. Elle a dit qu'elle était une femme de parole qui aimait à être jugée par les résultats. Or, les résultats sont déjà probants. Des excuses ont été offertes aux victimes d'inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes. Elle a déjà annoncé aussi le transfert des causes de l'allégation d'inconduite sexuelle et d'agression sexuelle de la justice militaire à la justice civile. Donc, déjà, en quelques mois, elle fait sentir sa présence. Et donc, on peut dire que Mme Anita Anand est une femme de parole. Ça me fait un peu penser à une réflexion qu'avait eue le père de Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, on lui demandait s'il était prêt à aller de l'avant avec la loi sur les mesures de guerre. Il disait « Just watch me ». Dans le cas de Mme Anita Anand, où on peut dire « Just watch her », elle est impressionnante. Yves, de votre côté? Moi aussi, c'est Anita Anand. Il faut dire qu'en moins de 2 semaines, elle a fait plus que M. Sajjan, son prédécesseur, en 6 ans. Alors, c'est pas rien. Et elle a pris des décisions rapides. Elle a pris des décisions qui ne faisaient pas nécessairement l'affaire de l'état-major, alors que M. Sajjan, lui, ne voulait pas déplaire à l'état-major de l'armée. Et la grande spécialité de M. Sajjan, c'était de tout pelleter par en avant, ce que Mme Anand ne fait pas. Alors, bien sûr, certaines personnes pourraient dire que la barre n'était pas très haute, mais elle est quand même passée par-dessus. Oui, on sent vraiment que c'est une étoile montante, Mme Anand. Marie, de votre côté, est-ce que c'est la parlementaire qui s'est le plus illustrée pour vous aussi? Moi aussi, j'avais choisi Anita Anand, mais j'avais le pressentiment que mes collègues feraient de même. Donc, j'en ai une autre à proposer. Anita Anand, pour toutes les raisons qu'Yves et Joël Denis ont évoquées, même si je pense qu'il lui reste encore des défis, pas nécessairement à elle, mais on sent qu'elle veut agir, qu'elle veut enfin régler tous ces problèmes-là. Mais je pense qu'il y a des choses qui ne seront pas de son ressort, comme la hiérarchie au sein des Forces armées. Est-ce qu'elle va répondre aussi favorablement aux changements qu'elle veut imposer? Et sur le transfert des dossiers des plaintes d'inconduite sexuelle au système de justice civile, reste à voir, on sait ce qui advient là, parfois des plaintes dans le système de justice civile, reste à voir s'il y aura des accusations de déposer ou même des condamnations. Mais donc, si je veux faire différent de mes collègues, moi j'avais aussi envie de parler de Christina Michaud du Bloc québécois, députée moins connue que Mme Anand, mais quand même je trouve qu'elle s'est bien illustrée cette courte session parlementaire. Mme Michaud qui a abondamment parlé des armes à feu, de la violence qui augmente là, par arme à feu à Montréal. C'était pas évident parce que la session aura surtout été dans l'ombre du variant Omicron qui éclipsait pas mal n'importe quel autre sujet. Mais quand même, je trouve qu'elle a talonné le gouvernement, qu'elle a posé toutes ses questions en chambre écoutée sur le sujet. 21 des 104 questions du Bloc québécois. C'est pas rien. Donc, quand même, il faut reconnaître là, que sur son dossier, elle l'aura adéquatement défendu. Oui. En terminant, évidemment, je ne peux pas vous laisser partir sans vous entendre sur l'avenir de Justin Trudeau. On a le sentiment que l'année 2022 va être celle de toutes les spéculations. Le premier ministre Trudeau, à chaque fois qu'il se fait demander s'il va se présenter de nouveau à la prochaine élection, sans surprise, évidemment, il répond toujours oui. Mais quand même, Joël Denis, est-ce qu'on peut le croire? Moi, je pense que M. Trudeau, c'est son dernier mandat et qu'il est en train de construire son héritage politique. On le voit avec les garderies.
Il reste une province à signer, ça devrait se faire au début de la nouvelle année, c'est l'Ontario. Et il reste aussi la question de la lutte au changement climatique. On va voir l'empreinte de son gouvernement dans la lutte au changement climatique. Donc, on voit par toutes ces mesures et aussi, évidemment, la question de la lutte contre la COVID. Je pense que ça va faire partie de son héritage politique, mais il construit son héritage politique. Et je trouve fascinant d'avoir deux choses. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui est aussi vice-première ministre, va publier au cours des prochains mois, peut-être la prochaine année, son autobiographie. C'est pas autorisé, mais il va y avoir une autobiographie de Mme Freeland. Ça veut donc dire qu'il y a une course au leadership larvée qui s'amorce et que d'autres vont probablement aussi tenter de se faire valoir de la même façon. Et quand on regarde la paire des questions à votre réseau, CEPAC, Esther, on voit que le cadre qui pointe sur M. Trudeau, on voit les principaux prétendants au trône. François-Philippe Champagne, par exemple. Chrystia Freeland, on la voit également. Mélanie Joly également, je pense qu'on fait partie du lot. Et enfin, celle dont on a parlé tantôt, Anita Anand, la ministre de la Défense aussi, je pense qu'elle sera sur les rangs pour briguer la direction du Parti libéral. Donc, il y a une course larvée, je vous dirais, qui commence à prendre forme. Et je pense que c'est un signe que M. Trudeau est en train de construire son héritage politique et terminer un dernier mandat comme premier ministre. Marie, il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que Justin Trudeau en est à son dernier mandat? Je ne suis pas convaincue. Je partage les observations de Joël Denis et on sent quand même un peu Justin Trudeau plus en retrait là, depuis le début de son nouveau mandat. Par contre, il y a quelque chose qui me chicote toujours, c'est son esprit compétitif. M. Trudeau aime la compétition, il aime défier les paris et je n'exclus pas que si M. Trudeau sent qu'il pourrait gagner un gouvernement majoritaire ou battre quand même assez confortablement les conservateurs une nouvelle fois. Je n'exclus pas qu'il soit quand même tenté par une dernière compétition là, et que ça joue dans sa décision. Yves, le mot de la fin quant à l'avenir de Justin Trudeau. Oui. Je crois qu'il pourrait partir, mais évidemment, il faut régler le problème des garderies, il faut régler le problème de la pandémie. Est-ce que tout ça va être réglé avant la fin du mandat? Il faudra voir. Mais il faut voir aussi quelles sont ses ambitions à M. Trudeau. Est-ce qu'il veut aller travailler sur la scène internationale? Si c'est le cas, bonne chance, parce que son dossier en termes de relations internationales n'est pas terrible. Alors, il faudra peut-être qu'il réduise ses ambitions s'il veut aller sur la scène internationale. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il termine sa carrière politique fédérale. Et il va célébrer ses 50 ans dans quelques jours, en fait, le 25 décembre. Alors, ça va peut-être alimenter sa réflexion. Joël Denis, Marie et Yves, c'était notre dernier panel pour cette année. Je vous remercie. Je vous souhaite vraiment de très joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver à la reprise des travaux aux communes, quelque part à la fin du mois de janvier. Merci. Merci. Merci, au revoir. Joyeuses fêtes aussi. La hausse des cas de COVID-19 au Québec force le gouvernement Legault à serrer la vis à la veille du temps des fêtes. La province a rapporté jeudi plus de 2700 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires. Devant cette situation qu'il juge critique, le premier ministre François Legault a donc annoncé en fin de journée aujourd'hui de nouvelles mesures. Le voici. Ce qui est important de dire, c'est que dans cette bataille qu'on mène, c'est pas suffisant, la vaccination. Puis la deuxième arme qu'on a, c'est aussi simple que de se dire qu'il faut être capable de réduire les contacts, d'être moins souvent proche de d'autres personnes. Puis on se fixe comme objectif de réduire les contacts de 50 % au cours des prochaines semaines. Donc, j'annonce aujourd'hui un certain nombre de mesures qui vont être en place à partir de lundi. Donc, d'abord, dans tous les commerces, on va réduire la capacité à 50 %. Dans les bars, restaurants, salles de spectacle, amphithéâtres, on va aussi réduire la capacité à 50 %. Dans les églises et les lieux de culte, on va aussi réduire la capacité à 50 %. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 16 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.